Mon fiancé a déclaré froidement, ta famille n'est pas la bienvenue à notre mariage. C'est sans appel. Sa mère avait traité ma famille de racaille de campagne. Je me suis contenté de sourire, j'ai pris ma valise et je suis parti. Ce que j'ai fait ensuite leur a fait tout regretter. Pendant une seconde, j'ai honnêtement pensé qu'Ethan plaisantait. Nous étions assis dans la salle à manger de ses parents à Brentwood, Tennessee, juste à l'extérieur de Nashville. C'était un jeudi soir d'avril 2024. La table ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, nappe en lin blanc, verre en cristal, bougie dont personne n'avait vraiment besoin car la pièce était déjà suffisamment éclairée. Sa mère, Margaret Caldwell, était assise en face de moi avec son sourire crispé habituel. Je me souviens exactement de ce dont j'étais en train de parler. Mon cousin Larry avait finalement obtenu une autorisation d'absence de son travail à l'usine Ford de Louisville. J'étais excité parce que presque toute ma famille allait pouvoir venir au mariage. J'ai dit, papa loue une petite navette pour que tout le monde puisse se rendre de l'hôtel au country club sans se soucier du stationnement. Margaret a pris une gorgée de vin. Une navette ? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Nous serons environ 22 à venir du Kentucky. Elle a échangé un regard avec le père d'Ethan. Pas un grand regard. Juste ce qu'il fallait. Puis elle a souri. Eh bien, a-t-elle dit, c'est certainement beaucoup. La façon dont elle l'a dit m'a noué l'estomac. J'avais déjà vu ce regard. Pas une fois, pas deux fois, des dizaines de fois. La vérité, c'est que Margaret n'avait jamais aimé ma famille. Elle était toujours assez polie pour éviter les insultes directes, mais il y avait des commentaires, des questions sur l'endroit où nous avions grandi, des questions sur le travail de mes parents. Des questions sur la raison pour laquelle les gens de ma ville natale parlaient comme ils le faisaient. Chaque commentaire en soi était facile à ignorer. Ensemble, ils peignaient un tableau, et ce tableau n'était pas flatteur. J'ai essayé de faire avancer la conversation. Ma mère prévoit déjà la moitié des desserts, ai-je dit. Margaret a ri. Elle a vraiment ri. Oh, ma chère. Je l'ai regardée. Quoi? Rien. Non, sérieusement. Elle a posé son verre. Rachel, ma chérie, votre mère semble adorable. La façon dont elle a souligné adorable m'a immédiatement dit que quelque chose de désagréable allait arriver. Puis elle l'a dit. Je ne pense tout simplement pas que des gâteaux faits maison en plaques correspondent vraiment à l'atmosphère que nous créons. Le silence s'est installé dans la pièce. J'ai regardé Ethan. Il fixait son assiette. Pas vraiment un bon signe. Ma mère essayait juste d'aider. Il a dit, aider, c'est ça? J'ai forcé un sourire. Nous n'apportions pas de gâteau en plaques à la réception. Eh bien, c'est une bonne chose, a dit Margaret. Puis elle a de nouveau gloussé. Ce petit gloussement est ce qui a fini par m'irriter. J'ai senti mon corps se raidir. Y a-t-il quelque chose de drôle? Elle a semblé surprise que je demande. Non. Si, il y en a. Son sourire a disparu. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Rachel, si nous sommes honnêtes, je me demande si votre famille sera à l'aise au club. Les mots ont eu plus d'impact qu'ils n'en avaient l'air, car je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Mon père avait travaillé 38 ans à réparer du matériel agricole. Ma mère avait passé des décennies à enseigner en deuxième année. Mon frère conduisait un camion de livraison. Personne dans ma famille n'appartenait à des country clubs. Personne ne portait de marque de créateur. Personne ne se souciait de tout cela. Ils iront bien, ai-je dit. Margaret a secoué la tête. Ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Bien sûr que non. Je me suis tourné vers Ethan. Il ne me regardait toujours pas. Une sensation de froid s'est répandue dans ma poitrine. Puis Margaret a dit la chose que je n'oublierai jamais. Ils ne correspondent tout simplement pas à l'image. Je l'ai dévisagé. L'image? Oui. J'ai attendu. Elle n'a pas reculé. Finalement, elle a ajouté, soyons honnêtes. Ils ont l'air de pecnos de la campagne. La pièce est figée. Même le père d'Ethan avait l'air mal à l'aise. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre.
Mes oreilles étaient brûlantes. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'Ethan allait sûrement dire quelque chose. N'importe quoi. Lui dire qu'elle avait tort. Lui dire de s'excuser. Lui dire d'arrêter. Au lieu de cela, il s'est éclairci la gorge. Puis il a dit des mots qui ont tout changé. La façon de le dire de maman n'était pas géniale. J'ai cligné des yeux. La façon de le dire? C'était ça le problème. Pas ce qu'elle avait dit. Comment elle l'avait dit. Je l'ai regardé. Ethan. Il a finalement croisé mon regard. Votre famille ne correspond pas à l'image que nous essayons de présenter. Je me suis honnêtement demandé si je l'avais mal entendu. Quoi? Il a pris une profonde inspiration. Rachel, nous en avons déjà parlé. Non, nous n'en avons pas parlé. Peut-être pas directement. Alors nous n'en avons pas parlé. Il s'est frotté le front. Son expression semblait agacée, comme si je rendais les choses difficiles. Nous voulons un certain type d'événement. Un mariage? Oui, mon mariage. Notre mariage. Je l'ai dévisagé. Puis est venue la phrase, celle qui a mis fin à nos fiançailles. Votre famille n'est pas la bienvenue. La pièce me semblait étrangement distante, comme si j'entendais tout à travers de l'eau. J'ai regardé Margaret. Elle n'essayait même pas de cacher sa satisfaction. Puis j'ai de nouveau regardé Ethan. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. C'est pour le mieux. J'ai attendu. 1 seconde, 2 secondes, 5. Aucune excuse n'est venue. Aucune hésitation. Aucun signe qu'il comprenait à quel point c'était cruel. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu complètement calme. Pas en colère, pas encore. Juste calme. J'ai reculé ma chaise. Personne n'a parlé. J'ai pris mon sac à main. Margaret avait l'air presque soulagée, comme si elle s'attendait à des larmes, des cris ou des supplications. Au lieu de cela, je me suis simplement levé. Eh bien, ai-je dit doucement. Je suppose que c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis je suis sorti. Le trajet de retour à notre maison de ville à Franklin semblait irréel. La radio est restée éteinte. Les lumières de l'autoroute défilaient en un flou. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation. Chaque mot, chaque expression, chaque moment. Ethan avait choisi l'approbation de sa mère plutôt que la décence la plus élémentaire. À minuit, je faisais mes valises. Une valise, un sac de voyage. Rien de dramatique. Pas de photos brisées, pas d'appels téléphoniques hurlants, juste plier des vêtements, ranger quelques affaires dont je n'avais pas besoin, me déplaçant avec précaution dans des pièces qui ne me semblaient soudainement plus chez moi. La bague de fiançailles était posée sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière d'Ethan. Un simple mot reposait en dessous. 3 mots, prends soin de toi, Ethan. C'était tout. À 1h du matin, je me suis enregistré dans un Hampton Inn près de l'Interstate 65. La femme à la réception avait l'air épuisée. Elle m'a tendu une clé de chambre et m'a souhaité une bonne nuit. Je l'ai remerciée. Puis je me suis assis seul dans la chambre 214 en mangeant des biscuits salés au beurre de cacahuète d'un distributeur automatique. Et pour la première fois de la soirée, j'ai pleuré. Pas parce que le mariage était terminé, mais parce que je ne pouvais pas croire que j'avais failli épouser quelqu'un qui avait si peu d'estime pour les personnes qui m'avaient élevé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués d'Ethan. 2 textos, un message vocal. Je les ai tous ignorés. Vers 10h, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, je n'ai pas reconnu le numéro. Indicatif régional de Louisville. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Une femme a hésité. Puis elle a dit, Rachel Bennett. Oui. Je m'appelle Linda Foster. Je ne connaissais pas ce nom. Elle a pris une lente inspiration. J'étais fiancé à Ethan Caldwell avant vous. Je me suis immédiatement redressé. Le silence s'est étiré. Puis elle a dit quelque chose qui a fait battre mon pouls plus vite. Il y a quelque chose sur la famille Caldwell que vous méritez de savoir. J'étais assise sur le bord du lit du Hampton Inn,
fixant la peinture de paysage délavée au-dessus de la commode. Pendant quelques secondes, je ne savais pas quoi dire. La femme au téléphone attendait patiemment. Finalement, j'ai demandé « Comment avez-vous eu mon numéro ?» « Des amis communs », a-t-elle dit. Quand j'ai appris que les fiançailles étaient rompues, j'ai pensé que c'était pour la même raison que les miennes. Un frisson m'a parcouru. J'ai regardé vers la fenêtre. Des voitures se déplaçaient lentement dans le parking en contrebas. Quelle était cette raison? Il y a eu une pause. Margaret. J'ai fermé les yeux. Ce seul moment n'a dit plus qu'une explication de 5 minutes n'aurait pu le faire. Linda a eu un petit rire. Ouais, c'est généralement la réaction. Je n'étais pas prête à faire confiance à une inconnue, surtout une qui prétendait être l'ancienne fiancée d'Ethan. Pourtant, la curiosité l'a emporté. Nous avons fini par parler pendant près d'1 heure. Linda vivait maintenant à l'extérieur de Louisville. Elle travaillait comme kinésithérapeute et était mariée depuis 6 ans. Elle semblait calme, pas amère, pas vindicative, juste soulagée. Cela m'a incité à écouter. « Vous savez ce qui est drôle ?» a-t-elle dit. « Quoi ?» Pendant des années, j'ai pensé que le problème venait de moi. Je n'ai pas répondu parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Margaret avait toujours une façon de vous faire sentir que vous n'étiez pas tout à fait à la hauteur. Linda a poursuivi, « Cela vous semble familier. » Elle ne l'a jamais dit ouvertement au début. J'ai ri doucement. Non, certainement pas. La voix de Linda s'est éclaircie. Est-ce qu'elle vous a posé 1000 questions sur votre famille? Oui. Sur l'argent? Oui. Sur l'endroit où vous avez grandi? Tout le temps. Alors félicitations, a dit Linda. Vous avez eu l'expérience complète. Malgré tout, j'ai ri. C'était le premier rire sincère que j'avais eu depuis que j'avais quitté Ethan. La conversation s'est poursuivie. Les similitudes étaient troublantes. Linda avait grandi dans une famille de la classe ouvrière. Son père conduisait un bus de ville. Sa mère travaillait dans une épicerie. Margaret avait passé des années à les critiquer subtilement. Rien de direct, rien d'assez évident pour le dénoncer sans paraître trop sensible. Juste un flot constant de commentaires, de petites observations, de minuscules pics. Avec le temps, ils se sont accumulés. Puis est venue la révélation qui a vraiment attiré mon attention. Est-ce qu'Ethan lui a déjà tenu tête? Ai-je demandé. Linda a immédiatement répondu « non ». Pas même une seconde d'hésitation. Jamais. Non. Et quand elle dépassait les bornes? Linda a soupiré. Il me disait toujours qu'elle avait de bonnes intentions. J'ai fixé le mur. Cela me semblait douloureusement familier. Ou il disait que je la comprenais mal. Je me suis frotté le front. Exactement. Puis il me demandait d'être patiente. Exactement. Puis il arrivait d'une manière ou d'une autre à me faire sentir coupable. Exactement. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. C'était étrange d'entendre mes propres expériences décrites par quelqu'un d'autre, comme si je me regardais dans un miroir. Finalement, Linda a dit quelque chose qui m'est resté. Rachel, le mariage n'est pas le vrai problème. Qu'est-ce que c'est alors? Il choisira toujours la version de lui-même que sa mère veut. Je n'ai pas répondu parce qu'au fond de moi, je savais déjà qu'elle avait raison. Avant de raccrocher, Linda m'a donné un dernier conseil. Ne perdez pas de temps à vous demander si vous avez pris la bonne décision. Vous semblez très certaine. Je le suis. Pourquoi? Elle a ri doucement. Parce que j'ai passé 2 ans à ignorer ce que vous avez compris en une nuit. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Une partie de moi voulait passer à autre chose immédiatement. Faire mes valises. Trouver un nouvel appartement. Oublier qu'Ethan existait. Mais une autre partie de moi continuait à rejouer de vieux souvenirs, le genre que j'avais ignoré auparavant. Maintenant, ils semblaient différents, comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient enfin. Au cours de la semaine suivante, je suis resté occupé. Le travail a aidé. Je possédais une petite entreprise d'organisation d'événements à Nashville, et la saison des mariages de printemps battait déjà son plein. Il y avait des réunions,
des appels de fournisseurs, des visites de lieux, des dégustations de gâteaux. Les routines normales m'ont aidé à garder l'esprit occupé. Pourtant, des questions persistaient. Un soir, en examinant des contrats dans un café de Franklin, j'ai ouvert un ancien dossier sur mon ordinateur portable. Il contenait des années de courriel d'Ethan. Je ne cherchais rien de spécifique. Du moins, je ne pensais pas le faire. Je voulais juste tourner la page. Au lieu de cela, j'ai trouvé des incohérences, de petites choses au début, des histoires qui ne concordaient pas tout à fait, des dates qui semblaient fausses, des réussites professionnelles qu'il avait mentionnées et qui semblaient soudainement exagérées. Un exemple a immédiatement sauté aux yeux. Pendant des années, Ethan avait parlé d'un investissement immobilier commercial majeur. Selon sa version des faits, il avait personnellement dirigé la transaction. C'était censé être l'un des plus grands succès de sa carrière. Plus je regardais, moins cela avait de sens. Les registres publics montraient qu'il n'avait même pas été impliqué avant que le projet ne soit presque terminé. Ce n'était pas du leadership. C'était arrivé après que le plus dur du travail ait déjà été fait. Puis j'ai trouvé un autre exemple, et un autre, et un autre. Rien d'illégal. Rien de scandaleux, juste un schéma. Ethan avait l'habitude de transformer des rôles de soutien en rôles principaux, une habitude de polir la réalité jusqu'à ce qu'elle paraisse plus impressionnante. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander quelle part de l'image qu'il avait construite autour de lui-même était réellement vraie. Cette pensée m'a dérangé plus que je ne l'aurais cru, car je n'étais pas tombé amoureuse d'un menteur. Du moins, je ne le pensais pas. Mais peut-être que j'étais tombée amoureuse d'une version soigneusement éditée de quelqu'un. La prise de conscience m'a fait plus de mal que les insultes de Margaret, plus que le mariage annulé, car elle m'a forcé à remettre en question mon propre jugement. Comment avais-je pu passer à côté? Pourquoi avais-je ignoré tant de signes avant-coureurs? Un vendredi après-midi, je me suis rendu en voiture chez mes parents à l'extérieur de Bowling Green, au Kentucky. Papa réparait une vieille tondeuse autoportée quand je suis arrivé. Il a levé les yeux et a souri. « Salut, ma puce. » C'était tout. Pas de questions embarrassantes, pas de sermon, juste « Salut, ma puce. » J'ai failli pleurer. Maman m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle allait me casser une côte. Ce week-end m'a rappelé ce que l'amour inconditionnel signifiait. Personne ne m'a critiqué. Personne n'a posé de questions embarrassantes. Personne ne m'a blâmé. Nous avons fait griller des hamburgers, regarder le baseball, jouer aux cartes. La vie semblait de nouveau normale. Pourtant, quelque chose d'inattendu s'est produit le lundi matin. J'ai reçu un appel d'une de mes anciennes clientes d'entreprise, une femme nommée Sharon Mitchell. « Rachel, êtes-vous disponible? Ça dépend. À quelle vitesse pouvez-vous organiser un grand gala de charité? J'ai ri. Quelle est son ampleur? 400 invités. Mon sourire a disparu. C'est majeur. Nous avons un problème. Apparemment, un autre organisateur s'était désisté de manière inattendue. L'événement n'était que dans 8 semaines. Ils avaient besoin d'aide immédiatement. J'ai passé 20 minutes à poser des questions. Lieu, budget, calendrier, sponsor. Puis Sharon a mentionné nonchalamment le lieu. J'ai failli laisser tomber mon café. Attendez, ai-je dit. Quel lieu? Le Belle Mid Country Club. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. De tous les endroits, le même country club où Ethan et moi étions censés nous marier. Le même endroit, la même salle de bal, le même week-end. Pendant une seconde, j'ai envisagé de refuser. Puis quelque chose en moi a changé. Il ne s'agissait plus d'Ethan. C'était du business. Du bon business. Du business important. J'ai accepté. Les semaines suivantes sont devenues un tourbillon d'activités. Sélection du décor, planification des enchères, coordination des donateurs, contrat de divertissement. Tout a bougé rapidement. Un après-midi, en examinant les documents des sponsors avec Sharon, j'ai remarqué un nom de famille familier. Caldwell? Mon attention s'est aiguisée. Un lien de parenté avec Margaret Caldwell? Ai-je demandé. Sharon a levé les yeux au ciel. Oh, malheureusement. J'ai cligné des yeux.
Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Pourquoi malheureusement? Sharon a ri. Longue histoire. Puis elle a dit quelque chose de curieux. Disons simplement que leur réputation n'est pas tout à fait ce qu'ils pensent qu'elle est. Cette phrase m'est restée. Quelques jours plus tard, en organisant les dossiers des donateurs, je suis tombé sur des informations qui m'ont laissé bouche bée. Je les ai lues 2 fois, puis 3 fois. Mon cœur s'est mis à battre la chamade car, enfoui dans des documents publics, se trouvait quelque chose qui contredisait complètement l'image soigneusement élaborée que la famille Caldwell avait passé des décennies à promouvoir. Et si cela devenait public, tout leur statut social pourrait en prendre un sérieux coup. Je suis resté figé à mon bureau. Non pas que je prévoyais de l'utiliser. Pas encore. Mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que la famille Caldwell n'était pas aussi intouchable qu'elle le paraissait. L'information que j'ai trouvée est restée dans un dossier sur mon ordinateur portable pendant près de 2 semaines avant que je n'y touche à nouveau. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai immédiatement commencé à comploter un plan brillant. Je ne l'ai pas fait. Honnêtement, je n'étais même plus sûr de ce que je voulais. Certains matins, je me réveillais soulagé que les fiançailles soient rompues. D'autres matins, je prenais mon téléphone, voyais le nom d'Ethan dans d'anciens messages et ressentais une douleur sourde dans ma poitrine. C'est la partie dont les gens ne parlent pas après une rupture. Vous pouvez savoir que vous avez pris la bonne décision et quand même faire le deuil de ce que vous pensiez que votre avenir allait être. La vie n'est pas aussi simple que les gens le prétendent. Pendant ce temps, le gala de charité me tenait occupé. La plupart des journées commençaient avant 6 heures. Café, courriel, appel aux fournisseurs, visite de site. Répété. L'événement était prévu pour début octobre, et chaque détail comptait. La charge de travail a aidé. Cela donnait à mon esprit un endroit productif où aller. Mais Ethan n'était pas prêt à disparaître. Loin de là. Au début, il a envoyé des textos, puis il a appelé, puis il a envoyé des courriels. Puis il a commencé à se montrer dans des endroits où il n'avait aucune raison d'être. Un après-midi, je suis sorti d'une réunion dans un hôtel du centre-ville de Nashville et je l'ai trouvé debout à côté de ma voiture. Je me suis arrêté net. Il avait l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, une chemise froissée, un homme qui n'avait pas beaucoup dormi. Rachel. J'ai soupiré. Ethan, pouvons-nous parler? Non, s'il te plaît. J'ai déverrouillé ma voiture. Je suis en retard. Juste 5 minutes. Je l'ai regardé. Une partie de moi voulait partir en voiture. Une autre partie voulait des réponses. Malheureusement, la deuxième partie a gagné. 5 minutes. Ses épaules se sont détendues. Merci. Nous sommes restés debout à côté de ma voiture dans la chaleur de la fin de l'été. La circulation passait par l'intersection voisine. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, « Ma mère est allée trop loin. » J'ai failli rire. C'était son entrée en matière. Elle a traité ma famille de pecno. Je sais. Tu étais d'accord avec elle. Son visage s'est crispé. J'ai mal géré la situation. J'ai croisé les bras. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Rachel, non. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Les mots ont eu plus d'impact que je ne l'avais prévu. Peut-être parce qu'ils étaient vrais. Il a détourné le regard. Pour la première fois, j'ai vu un regret sincère. Mais le regret et le changement ne sont pas la même chose. Finalement, il a dit, « Tu me manques. » Je n'ai pas répondu car autrefois, ces mots auraient tout arrangé. Maintenant, il ne changeait presque rien. Après quelques minutes, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. La conversation m'a trotté dans la tête pendant des jours. Pas parce que je le voulais de retour, mais parce que je détestais voir quelqu'un que j'avais autrefois aimé devenir un étranger. À peu près à la même époque, un autre problème est apparu. Les commérages. Apparemment, Margaret avait été occupée. Une connaissance commune a mentionné avoir entendu dire que j'avais réagi de manière excessive. Un autre a affirmé que j'avais abandonné Ethan pour un simple malentendu. Quelqu'un d'autre a suggéré que je courais après l'argent et que je me suis mis en colère lorsque les plans du mariage ont changé. Les histoires variaient. Le message, non.
Margaret réécrivait l'histoire et les gens écoutaient. Les conséquences sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. En un mois, 2 clients potentiels ont discrètement choisi d'autres organisateurs d'événements. Aucun n'a donné de raison. Aucun n'en avait besoin. Les cercles sociaux de Nashville peuvent être étonnamment petits. Les rumeurs voyagent plus vite que les faits. Un soir, j'étais assise seule dans mon bureau, fixant une case vide dans mon calendrier où un contrat aurait dû se trouver. Je me sentais en colère, pas une colère explosive. Le genre de colère lasse. Le genre qui s'installe dans vos os. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de riposter publiquement, de poster des captures d'écran, de partager des détails, de me défendre. Au lieu de cela, j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Salut, ma puce. » Entendre ces mots m'a immédiatement fait me sentir mieux. Nous avons parlé un moment de choses sans importance. Le football, le temps, son jardin. Finalement, je lui ai raconté ce qui se passait. Il a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il a posé une question. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'y ai réfléchi. La justice. Papa a ri doucement. Non. Quoi? Tu veux le respect. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Peut-être qu'il avait raison. Quelques secondes plus tard, il a ajouté quelque chose qui m'est resté. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de la vérité. Après avoir raccroché, je suis resté assise là, à penser à cette phrase. La vérité, simple, propre, sans manipulation, sans exagération, juste des faits. C'est devenu mon approche. Non pas parce que je préparais une grande vengeance, mais parce que j'en avais assez des apparences, assez des histoires, assez des gens qui faisaient semblant. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à prêter plus d'attention. Les registres publics, les dépôts d'entreprise, les documents de propriété, des choses que n'importe qui pouvait légalement consulter. Rien d'intrusif, rien de contraire à l'éthique, juste de l'information. Ce que j'ai trouvé m'a surprise. La famille Caldwell projetait la richesse de la même manière que les décors de cinéma projettent la réalité. De loin, tout semblait impressionnant. De près, les choses se compliquaient. Plusieurs propriétés portaient une dette substantielle. Certains investissements n'étaient pas performants. Des prêts avaient été refinancés plusieurs fois. Encore une fois, rien d'illégal. De nombreuses familles connaissaient des pressions financières. La partie surprenante était l'agressivité avec laquelle ils le cachaient. Leur statut social dépendait de leur apparence intouchable, et cette image nécessitait un entretien constant. Plus j'en apprenais, plus je comprenais Margaret, sans l'excuser, je comprenais. Les gens qui se sentent en sécurité dépensent rarement autant d'énergie à prouver qu'ils sont importants. Une découverte m'a vraiment fait rire. Un fournisseur avec qui je travaillais a reconnu le nom de Margaret. Oh, elle. La femme a gloussé. Quoi? Elle m'a crié dessus pendant 3 jours pour une facture de centre de table. Sérieusement? Elle voulait des arrangements de luxe pour des prix discount. J'ai ri. Ça a l'air épuisant. Vous n'avez aucune idée. Une semaine plus tard, une autre histoire drôle a fait surface. Puis une autre, et une autre. Apparemment, Margaret aimait se présenter comme quelqu'un qui faisait ses achats exclusivement dans des boutiques d'élite. En réalité, elle chassait les soldes avec la détermination d'un Navy SEAL. Il n'y avait rien de mal à chercher les bonnes affaires. Ma mère adorait une bonne affaire. La partie drôle était de prétendre le contraire. Les histoires sont devenues une blague récurrente parmi les gens qui la connaissaient bien. Chacune ébréchait un peu plus l'image plus grande que nature qu'elle s'était construite. Pourtant, rien de tout cela n'était la plus grande révélation. Celle-ci est arrivée un mardi après-midi pluvieux. J'examinais les registres de propriété historiques liés à l'une des fondations caritatives de la famille. Le dossier m'a conduite à plusieurs documents de généalogie. Au début, je n'y ai prêté que peu d'attention. Puis, un nom de famille a attiré mon regard. J'ai continué à lire et à lire. Puis, je me suis rassise sur ma chaise. Pas possible. J'ai vérifié à nouveau. Même résultat. Les arrière-grands-parents de Margaret Caldwell avaient été des fermiers, pas de riches propriétaires terriens, pas des personnalités mondaines de premier plan.
des fermiers, des gens de la classe ouvrière de l'ouest rural du Tennessee, des gens dont la vie ressemblait remarquablement à celle de la famille qu'elle méprisait. L'ironie était presque incroyable. J'ai passé des heures à tout vérifier. Les registres étaient clairs. La femme qui regardait mes parents de haut venait directement du même genre de racines. Je ne savais pas s'il fallait rire ou secouer la tête. Peut-être les deux. Ce soir-là, je suis rentré chez moi sous un orage, en pensant aux étranges façons dont les gens se réinventent. Certaines personnes honorent d'où elles viennent. D'autres passent leur vie à essayer de l'effacer. En septembre, les préparatifs du gala sont entrés dans leur dernière ligne droite. Les sponsors étaient confirmés. Les lots pour les enchères sécurisés, les listes d'invités finalisées. L'événement s'annonçait comme l'une des plus grandes manifestations caritatives que Nashville ait vues de toute l'année. Puis la liste des participants est arrivée. J'ai ouvert le document en déjeunant à mon bureau. À mi-parcours, j'ai arrêté de mâcher. Des chefs d'entreprise, des donateurs importants, des avocats de premier plan, des directeurs d'hôpitaux, des personnalités des médias locaux, d'anciens élus, pratiquement toutes les personnes que la famille Caldwell voulait impressionner. J'ai lentement reposé mon sandwich car j'ai soudain compris quelque chose. Le gala n'était plus simplement un autre événement. C'était la seule pièce à Nashville où les réputations comptaient le plus. Et pour la première fois, j'avais le sentiment que l'histoire soigneusement contrôlée entourant la famille Caldwell était sur le point d'entrer en collision avec la réalité. Quand octobre est arrivé, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon pendant des mois. Le gala de charité était enfin là. Samedi 5 octobre 2024, Belmead Country Club, le même lieu où j'étais censé un jour marcher jusqu'à l'hôtel. Drôle comment la vie fonctionne parfois. À 6 heures ce matin-là, j'étais déjà dans la salle de bal. Des travailleurs poussaient des chariots sur des sols polis. Des fleuristes arrangeaient des centres de table. Des techniciens audio testaient des microphones. Des traiteurs entraient et sortaient des couloirs de service en transportant des plateaux et des fournitures. La pièce sentait légèrement les fleurs fraîches et le café. Exactement le genre de chaos contrôlé que j'aimais. L'organisation d'événements n'est pas glamour comme les gens l'imaginent. La plupart du temps, il s'agit de résoudre des problèmes avant que quiconque ne remarque leur existence. À midi, j'avais déjà géré une livraison manquante, un projecteur défectueux et un donateur qui voulait soudainement déplacer sa table. Juste un samedi comme les autres. Le gala lui-même ne devait pas commencer avant 18h30 ce soir-là. À 17h, les invités ont commencé à arriver. Des voitures de luxe bordaient l'entrée. Des voituriers se dépêchaient d'aller et venir. À l'intérieur, des serveurs circulaient avec des amuse-gueules tandis qu'un trio de jazz jouait près de l'entrée de la salle de bal. Je me tenais près de la zone d'enregistrement, examinant les derniers détails lorsque Sharon s'est approchée. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. Aussi prête que je ne le serai jamais, elle a souri. Ce soir va être énorme. J'espérais qu'elle avait raison. Pour l'œuvre de charité, du moins. Alors que la salle se remplissait, j'ai reconnu plusieurs noms de la liste des invités. Des PDG d'hôpitaux, des chefs d'entreprise, des leaders communautaires, des personnes ayant une réelle influence, pas une influence des médias sociaux, une influence réelle, du genre de celle qui se construit sur des décennies. Vers 19h15, j'ai vu Ethan. Même si je m'y attendais, le voir m'a quand même surprise. Il se tenait près de l'entrée, parlant avec un petit groupe d'invités. Pendant un instant, j'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait l'air plus âgé, pas physiquement, juste fatigué, comme quelqu'un qui porte un poids qu'il n'a pas encore compris comment poser. Quelques minutes plus tard, il m'a repéré. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Il s'est excusé auprès du groupe et a commencé à marcher vers moi. J'ai envisagé de partir. Au lieu de cela, je suis resté où j'étais. M'enfuir n'a jamais vraiment été mon style. Rachel, bonsoir, Ethan. Son expression s'est adoucie. Tu es très belle. J'ai souri poliment. Toi aussi. Ce n'était pas entièrement vrai, mais il ne servait à rien d'être cruel. Pendant une seconde, il a semblé incertain de ce qu'il fallait dire. Puis il a jeté un coup d'œil autour de lui. C'est toi qui as fait tout ça. Mon équipe l'a fait. C'est impressionnant. Merci. La conversation s'est enlisée. Finalement, il a baissé la voix.
J'espérais que nous pourrions parler. J'ai failli rire. Apparemment, les hommes ne réalisent jamais combien de conversations ils ont déjà épuisées. Nous avons parlé. Pas vraiment. Si, vraiment. Ses épaules se sont affaissées. Pendant un instant, j'ai eu pitié de lui. Puis je me suis souvenu de mon père, assis dans son atelier, qualifié d'indigne d'assister au mariage de sa propre fille. La sympathie s'est évanouie. Avant qu'Ethan ne puisse dire autre chose, un autre invité s'est approché de moi avec une question sur les lots de la vente aux enchères. L'interruption a mis fin à la conversation. J'en étais reconnaissante. 1 heure plus tard, la salle de bal était bondée. Plus de 400 invités, l'événement se déroulait sans accroc. Les dons dépassaient déjà les attentes. Pour la première fois de la soirée, je me suis permis de me détendre. Puis Margaret est arrivée. En fait, arriver n'est pas le bon mot. Margaret faisait des entrées. Elle a déferlé dans la salle de bal vêtue d'une robe de soirée bleu marine d'apparence coûteuse et avec assez de confiance pour 3 personnes. Plusieurs invités l'ont saluée poliment. Margaret a répondu comme si elle recevait des visiteurs dans sa propre maison. Certaines choses ne changent jamais. J'ai essayé de l'éviter. Malheureusement, elle avait d'autres plans. Environ 20 minutes plus tard, je parlais avec un donateur près des tables de la vente aux enchères silencieuses lorsque Margaret s'est approchée. Le donateur s'est excusé. Cela nous a laissés toutes les deux seules. Margaret m'a regardé de haut en bas. Rachel. Margaret. Son sourire est apparu. Le même sourire que j'avais vu 100 fois. Poli en surface, autre chose en dessous. Je dois admettre, a-t-elle dit, en jetant un coup d'œil à la salle de bal. Vous avez fait un travail respectable. Respectable? J'ai failli rire. Merci. Elle s'est penchée plus près. Je suppose que l'organisation d'événements est un bon créneau. La voilà. La pique cachée. Toujours cachée, toujours subtile. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Oh, rien. J'ai souri. Bien sûr. Elle a de nouveau regardé autour d'elle. J'ai entendu dire que vos parents vont bien. Ils vont bien. C'est bien. Puis elle a ajouté doucement. J'imagine qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans les foires de comté que dans des endroits comme celui-ci. Les mots sont restés en suspens dans l'air, pas assez forts pour que toute la pièce les entende. Juste assez fort. Avant que je puisse répondre, une autre voix a interrompu. Excusez-moi. Nous nous sommes toutes les deux tournées. Un homme d'une 60aine d'années se tenait à côté de nous. Cheveux gris, smoking noir, sourire chaleureux. Je l'ai reconnu immédiatement. Richard Hammond, l'un des plus grands donateurs du gala. Le visage de Margaret s'est illuminé. De toute évidence, elle savait aussi qui il était. Monsieur Hammond, a-t-elle dit, mais il ne la regardait pas. Il me regardait. Puis il a souri. Rachel Bennett. Oui. Son sourire s'est élargi. J'espérais bien que c'était vous. J'ai eu l'air confuse. Je suis désolé. Nous nous sommes déjà rencontrés? Pas directement. Il a gloussé. Mais je connais votre père depuis 20 ans. J'ai cligné des yeux. Mon père? Oh, oui. Il a secoué la tête. Le meilleur homme que vous rencontrerez jamais. Margaret avait l'air confuse. Richard a continué. En 2004, mon entreprise d'équipement a failli faire faillite. J'ai écouté attentivement. J'étais à une panne près de tout perdre. Il a souri. Votre père a passé 3 week-ends à nous aider à réparer les machines. Je l'ai dévisagé. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Il a refusé d'être payé. Richard a ri. Il a dit que les voisins s'entraident. Plusieurs invités à proximité avaient commencé à écouter. Pas intentionnellement. Juste naturellement, comme le font les gens quand ils entendent quelque chose d'intéressant. Richard n'avait pas fini. Je n'ai jamais oublié cela. Une autre voix s'est jointe à la conversation. Une femme de l'autre côté de la table. Attendez, Bennett. Elle m'a regardé. Votre mère enseignait en 2e année, n'est-ce pas?
J'ai hoché la tête. Les yeux de la femme se sont écarquillés. Elle a aidé mon fils à apprendre à lire. Puis un autre invité a parlé. Et un autre. Soudain, des histoires ont commencé à surgir de toutes les directions. De petites histoires, de vraies histoires, des actes de gentillesse, des moments dont les gens se souvenaient. Rien de dramatique, rien de tapas accent grave-l'œil, juste la preuve de vie bien vécue. J'ai regardé l'expression de Margaret changer. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air mal à l'aise. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un invité a mentionné la recherche généalogique. Un autre a plaisanté sur les histoires de famille. Quelqu'un a évoqué les anciennes communautés agricoles du Tennessee. La conversation a dérivé naturellement, complètement naturellement. Personne ne l'avait prévu. Personne ne l'avait forcé. Pourtant, en quelques minutes, plusieurs personnes discutaient des racines familiales locales, y compris celles de Margaret. Une femme a ri chaleureusement. « Margaret, vos arrière-grands-parents n'étaient-ils pas des fermiers près de Jackson ?» Le silence qui a suivi était presque impressionnant. Margaret s'est figée. Plusieurs invités ont eu l'air surpris. Un homme a souri. « Je croyais me souvenir d'avoir entendu ça. » Un autre a hoché la tête. C'est exact. L'ironie s'est installée lentement sur le groupe. Pas cruellement, juste naturellement. Les gens ont fait le lien eux-mêmes. Personne n'a eu besoin de l'expliquer. Personne n'a eu besoin de pointer du doigt. La femme qui avait passé des années à mépriser les familles de travailleurs venait elle-même d'une de ces familles. Et maintenant, tout le monde le savait. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'en avais pas besoin. La vérité faisait tout le travail. Pendant plusieurs secondes après la conversation sur l'histoire de la famille de Margaret, personne n'a parlé. Non pas que quelqu'un était impoli. Bien au contraire. La plupart des gens semblaient sincèrement surpris. L'atmosphère dans ce coin de la salle de bal a changé. Pas de façon spectaculaire, juste assez. L'image soigneusement polie que Margaret avait passé des années à protéger semblait soudain un peu différente. Humaine, ordinaire, réelle, et elle détestait ça. Je pouvais le voir sur son visage. Pendant des années, elle avait agi comme si elle venait d'un monde exclusif, très éloigné de gens comme mes parents. Maintenant, tout le monde savait que ce n'était pas vrai. La partie drôle, c'est que personne ne semblait se soucier que ses ancêtres aient été des fermiers. La plupart des invités respectaient le travail acharné. Beaucoup venaient eux-mêmes de milieux modestes. Le problème n'était pas d'où venait Margaret. Le problème était la façon dont elle avait traité les autres. C'est ce qui persistait dans la pièce. Quelques minutes plus tard, la foule s'est progressivement dispersée. Les conversations se sont déplacées ailleurs. Le gala a continué. La vente aux enchères prospérait. Les dons affluaient. D'un point de vue professionnel, la soirée devenait l'un des événements les plus réussis de ma carrière. J'aurais dû me concentrer sur cela. Au lieu de cela, je me suis retrouvé seul près de l'entrée de la salle de bal, reprenant mon souffle. Les 6 derniers mois ont défilé dans mon esprit. Les fiançailles rompues, la chambre d'hôtel, les nuits blanches, le doute de soi, les rumeurs, tout. Je n'étais plus en colère, surtout fatigué, et étrangement en paix. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Ethan, encore. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Sa confiance avait disparu. Pas de sourire soigneusement répété, pas de voix d'avocat poli, juste un homme qui semblait avoir finalement épuisé ses excuses. Rachel. J'ai hoché la tête. Ethan. Pendant un moment, il est simplement resté là. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Tu avais raison. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu avais raison. Il a brièvement baissé les yeux. J'aurais dû te défendre. Aucun de nous n'a parlé. Les sons du gala flottaient dans le couloir derrière nous. Couverts, rire, musique, la vie qui continue. Je sais que ça ne répare rien, a-t-il dit. Ça ne répare rien. Je sais. L'honnêteté m'a surprise. Puis il a pris une profonde inspiration. Rachel, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Des années plus tôt, entendre ces mots aurait brisé ma résolution.
Pas maintenant. Pas parce que je le détestais. Parce que trop de choses s'étaient passées. Certains ponts ne brûlent pas d'un seul coup. Ils s'effondrent, une planche cassée à la fois. Le temps que vous vous en rendiez compte, il n'y a plus rien à traverser. Je l'ai regardé attentivement. Pour la première fois depuis des mois, je ne voyais pas l'homme qui m'avait blessé. Je voyais un homme face aux conséquences. Et honnêtement, c'était une punition suffisante. Puis quelque chose s'est produit que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Plusieurs invités à proximité nous ont remarqués en train de parler. Une conversation en est devenue deux. Deux sont devenus 5. Bientôt, un petit groupe s'était rassemblé à proximité. Personne n'avait l'intention d'écouter aux portes. Mais les gens sont les gens. La curiosité arrive. Ethan a jeté un coup d'œil autour de lui. Je pouvais dire qu'il comprenait exactement ce qui se passait. Puis il a fait quelque chose de complètement inattendu. Il a légèrement élevé la voix, sans crier, juste assez pour être entendu. « Rachel, je suis désolé. » Le couloir est devenu silencieux. Je l'ai dévisagé. Il a continué. « J'aurais dû te défendre. » Personne n'a bougé. « J'aurais dû défendre ta famille. » Mon cœur battait la chamade. Pas parce que j'étais ému. Parce que ce n'était pas l'Ethan que j'avais connu. L'ancien Ethan aurait évité l'embarras à tout prix. Cette version avait l'air épuisée. Vaincu. Honnête. Pendant un moment. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis il a dit les mots qu'il portait, je pense, depuis des mois. Je me souciais plus des apparences que de faire ce qui était juste. Le silence s'est approfondi. Quelques personnes ont échangé des regards. Personne n'avait l'air choqué. Si quoi que ce soit, ils avaient l'air soulagés que quelqu'un parle enfin franchement. Ethan a dégluti. Je pensais que je pourrais arranger les choses. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je pensais que peut-être tu reviendrais. La voilà. La vraie raison. Pas l'amour, pas entièrement. La peur, le regret, la solitude, toutes les choses que les gens découvrent après avoir perdu quelque chose de précieux. La question est restée en suspens. Tout le monde semblait savoir ce qui allait suivre, y compris moi. J'ai pris une lente inspiration. Puis j'ai souri. Pas un sourire cruel, pas un sourire triomphant, juste un sourire paisible. Ethan, il ne s'agissait jamais du mariage. Ses épaules sont tombées. J'ai continué. Il ne s'agissait pas des invitations. Il ne s'agissait pas de ta mère. Il ne s'agissait pas d'un country club. J'ai fait une pause. Il s'agissait de respect. Les mots ont atterri doucement, mais ils ont atterri. Tu m'as demandé de construire un avenir avec toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Et quand c'était le plus important, tu as choisi le statut plutôt que le caractère. Personne n'a dit un mot. Je n'essayais pas de l'humilier. C'était important pour moi car la vengeance avait cessé d'être l'objectif depuis longtemps. La vérité suffisait. Je lui ai fait un petit signe de tête. J'espère que tu trouveras une solution. Ses yeux ont légèrement brillé. Puis il a posé une dernière question. Il n'y a vraiment aucune chance. J'ai souri tristement. Non. Pour la première fois de la soirée, il n'a pas discuté. Il a simplement hoché la tête comme s'il avait enfin compris. Et c'était la fin. Ou du moins la fin de nous. 1 heure plus tard, le gala s'est terminé. L'œuvre de charité a recueilli plus d'argent que quiconque ne l'avait prévu. Les gens ont célébré. Des photos ont été prises. Des discours ont été prononcés. Puis Sharon m'a trouvé près de la scène de la salle de bal. Elle souriait. Le genre de sourire qui signifie généralement de grandes nouvelles. Quoi? Ai-je demandé. Tu te souviens de cette agence nationale de gestion d'événements dont nous avons parlé? J'ai hoché la tête. Bien sûr. Ils te veulent. Je l'ai dévisagé. Quoi? Ils ont examiné les chiffres de ce soir. Mon cœur a fait un bond. Ils proposent un poste de partenaire. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Des mois plus tôt, j'aurais considéré cela comme impossible. Maintenant, ça arrivait.
Pas par chance, pas par vengeance, parce que j'ai continué à me présenter et à faire le travail. Quelques semaines plus tard, l'accord est devenu officiel. Mon entreprise s'est étendue à plusieurs États. De nouvelles opportunités sont apparues, de nouveaux clients, de nouveaux projets, de nouveaux chapitres. Quant au Caldwell, la vie a continué. Pas de chute spectaculaire, pas de scandale public, pas de catastrophe digne de la télévision. La vraie vie fonctionnait rarement de cette façon. Au lieu de cela, les gens les ont simplement vus différemment, surtout Margaret. La réputation qu'elle avait mis des années à construire ne s'est jamais complètement rétablie. Non pas parce que quelqu'un l'a attaquée, mais parce que les gens ont reconnu l'écart entre l'image et le comportement. Et une fois que les gens voient quelque chose clairement, il est difficile de ne plus le voir. Le printemps suivant, je suis retourné dans le Kentucky pour un barbecue familial. Papa se tenait à côté du grill. Maman portait de la salade de pommes de terre à la table de pique-nique. Mon frère se disputait à propos du baseball avec deux cousins. Des enfants couraient dans la cour. Des chiens aboyaient. Quelqu'un a mis de la musique country. La beauté ordinaire de la scène m'a presque mis les larmes aux yeux. C'étaient les gens qu'Ethan pensait ne pas être assez bien. Les gens que Margaret méprisait. Les gens qui m'avaient aimé à chaque étape de ma vie. En regardant ce jardin, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas gagné parce que les Caldwell avaient perdu. J'ai gagné parce que j'ai refusé de devenir comme eux. J'ai gardé ma famille, mon intégrité, mon avenir. Et à la fin, ces choses comptaient bien plus que n'importe quel mariage n'aurait jamais pu le faire. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que le caractère se révèle finalement. Parfois lentement, parfois douloureusement, mais finalement. Et les personnes qui ont vraiment leur place dans votre vie ne vous demanderont jamais d'avoir honte de vos origines.